Cissé, mon frère, mon ami et celui qui m'a permis de retourner au Sénégal en 2015, en me choisissant comme un de ses collaborateurs les plus proches pour relever les défis auxquels le Sénégal s'était confronté en son temps, surtout le défi de l'électricité. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui et présider la cérémonie. Je salue le professeur Sakho, qui est mon professeur d'université, mon ami, mon frère, celui avec qui j'ai partagé pas mal de choses, surtout dans la vie professionnelle, mais dans la vie aussi académique, qui m'a toujours conseillé, guidé dans le cadre de mes productions scientifiques. Mes salutations aussi à Mor Bakhoum, le secrétaire technique du Comité national de suivi de contenu local, avec qui j'ai cheminé pendant longtemps à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On a fait la deuxième année jusqu'au TIA ensemble. On est partis ensemble à Genève. Lui, il était à Lausanne, moi à Genève. On a partagé quand même pas mal de choses ensemble, surtout du point de vue des études universitaires. On a pratiquement eu les mêmes diplômes jusqu'au TIA économique du droit des affaires à Saint-Louis. Je salue aussi le directeur général de l'Harmattan qui m'a soutenu dans la production de cet ouvrage, tout en saluant aussi toute l'assistance. Je ne vais pas citer tout le monde, mais quand même je salue et vous remercie de votre présence. M. Abdoulaye Dia, secrétaire général, ancien secrétaire général de Sénélec, actuellement directeur de WAP. Monsieur le président du COPERES, Saliou Sow, mon ami, merci d'être venu. Monsieur Mohamed Sek, je vous salue, qui est administrateur au niveau du Comité national du contenu local, président du CNES, ici présent. Saher Niang, directeur général de l'ANCOP, mes parents, mes frères, mes amis, mes collègues, mon oncle, Papa Moussa Diaye, ancien directeur général de l'IFAN, mon grand frère Oumar Gueye, sans oublier aussi mon épouse Awa Yombe Mal, ici présente. Vraiment, je ne vais pas continuer comme ça à saluer de façon individuelle les gens, mais saluer tout le monde, saluer aussi Abdul Aziz Wele, qui est notre marabout, notre frère, mais aussi Sama Djarbadle, qui est venu de Dagana uniquement pour cette cérémonie. Aziz, vraiment, maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant. Jërëjëf. Je salue donc tout le monde et remercie tout le monde de votre présence. Je ne vais pas être trop long parce que parler après le professeur Abdoulaye Sakho, c'est quelque chose de difficile, mais l'honneur m'échoit aujourd'hui de vous délivrer un message à propos de cet ouvrage. L'abécédaire du droit de l'énergie que j'ai décidé de rédiger depuis 2021 à peu près. Mais tout est parti d'un constat. Parce que j'ai fait pratiquement 5 ans à la Sénélec, mais j'avais constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits dans le secteur de l'énergie, et particulièrement dans le droit de l'énergie. Je me suis dit que tout secteur qui est important dans la vie, d'autant plus que l'énergie est au cœur du développement de façon générale, et que ce secteur-là doit être saisi par le droit. Et il existait pas mal de textes quand même disparates. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas du droit de l'énergie, mais il y avait plusieurs textes qui étaient disparates, mais qui organisaient en tout cas le secteur. Je me suis appesanti pour dire donc je vais essayer de réfléchir au moins sur le droit de l'énergie, étant donné que l'énergie est au cœur du développement au Sénégal et au cœur même du plan Sénégal émergent en son temps. Je me suis dit, voilà un domaine nouveau qui s'inscrit dans un cadre nouveau de la régulation. Et quand on parle de régulation, la régulation n'est pas la réglementation. La régulation implique la participation de plusieurs acteurs, mais surtout l'assouplissement de l'ensemble des règles juridiques qui doivent gouverner ce secteur-là. D'où cette approche-là qui nous a conduit à avoir des orientations de régulation, des orientations qui poussent le gouvernement à organiser souvent ce qu'on appelle des autorités de régulation pour capter, organiser le secteur. Le secteur de l'énergie, comme vous le savez, touche à plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'électricité, il y a le domaine du pétrole, le domaine du gaz,
la biomasse, les énergies renouvelables, tous ces secteurs-là constituent chacun un droit particulier, un droit unique où on peut développer quand même pas mal d'aspects. Si on se résume par exemple juste au droit des énergies renouvelables, on peut dire que ce droit des énergies renouvelables constitue une matière du droit qu'on peut développer, qu'on peut réussir. Je me suis dit, je vais essayer tout simplement de susciter la curiosité intellectuelle des étudiants, des chercheurs, des praticiens, pour qu'on essaye ensemble, lorsque je pose les premiers jalons dans le cadre de cet abécédaire du droit de l'énergie, que les gens puissent saisir cette opportunité-là pour quand même marquer un pas, au moins un peu, par rapport au droit de l'énergie. J'ai parlé dans cet ouvrage-là des politiques et orientations énergétiques, parce qu'on ne peut pas développer un secteur sans pour autant développer de belles orientations stratégiques qui s'inscrivent dans le cadre aussi du développement de ce pays-là. On a pas mal d'instruments qu'on a mis en place au Sénégal, des orientations qu'on a mises en place, mais est-ce que ces orientations-là épousent les réalités du secteur, épousent la volonté aussi des États et les objectifs qui ont été fixés par l'État du Sénégal? Je prends juste comme exemple, lorsque j'ai parlé de la transition énergétique, je me suis dit qu'on ne peut pas parler de la transition énergétique de la même façon qu'en France ou bien qu'en Allemagne. D'autant plus la conception de la transition énergétique française est totalement différente de la conception de la transition énergétique sénégalaise. Et totalement différente de la transition énergétique allemande. Est-ce qu'on peut parler de la même façon dans un pays ou dans un continent où il y a 600 et quelques millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, et on parle de transition énergétique de la même façon que dans un pays, par exemple, où tout le monde a accès à l'énergie, si je prends l'exemple de la France ou de l'Allemagne? Donc, je me suis interrogé à ce niveau pour dire que donc, il faudra réfléchir sur une autre conception de la transition énergétique au Sénégal pour pouvoir prendre en compte certains aspects qui sont liés au développement de notre secteur. Et tout est venu de la crise énergétique en France en 2020, en Europe de façon globale, où on avait constaté que le gaz qui était considéré comme une énergie non propre a été rendu propre parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin du gaz. Ils ont même ouvert le central à charbon pour pouvoir quand même faire fonctionner leur industrie et faire fonctionner l'industrie électrique en Europe. Cela m'a permis donc de réfléchir sur cet aspect pour dire donc si on développe une politique de transition énergétique au Sénégal, on doit développer cette politique en tenant compte des réalités sénégalaises, des réalités africaines, pour pouvoir mettre en place une bonne politique énergétique. C'est dans cette même lancée qui m'a poussé à réfléchir pour dire qu'il faut qu'on développe aussi, dans le cadre du droit de l'énergie, ce qu'on appelle un patriotisme économique, dans le cadre surtout de la loi sur le contenu local au Sénégal, où on l'a mis en œuvre depuis 2020, pour permettre aux Sénégalais, aux acteurs économiques de participer au développement économique du pays sur le secteur énergétique. Et sur cet aspect, je me suis dit que malgré l'existence de la loi sur le contenu local qui a mis en place un cadre légal et réglementaire qui permettent la participation des investisseurs sénégalais dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière, il faut que l'État renforce cette participation des investisseurs sénégalais. En faisant quoi? En capacitant ces entreprises sénégalaises, en privilégiant aussi la participation de ces acteurs sénégalais dans le développement économique du pays. Sur cet aspect, j'ai essayé, dans cet ouvrage, de démontrer que l'État du Sénégal doit renforcer donc la participation des investisseurs sénégalais dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Parce que l'espoir qui est attendu des ressources pétrolières et gazières n'est pas ce qu'on attend. Si on croit que, par exemple, dans le développement des productions pétrolières et gazières, on attend beaucoup de milliards à travers les productions pétrolières et gazières, j'ai essayé de démontrer dans l'ouvrage que j'ai essayé de démontrer dans l'ouvrage que la part du Sénégal n'est pas aussi importante dans la production pétrolière et gazière, donc il faut qu'on mette l'accent sur
le contenu local sur la participation de ces investisseurs sénégalais pour qu'ils captent autant que faire se peut l'investissement qui a été fait dans le secteur pétrolier et gazier. Parce que comme vous le savez, le partage de production pétrolière et gazière, la part du Sénégal que l'on reçoit, par exemple dans le projet Sangomar, ne peut pas dépasser 700 milliards à peu près par année. Et 700 milliards, c'est 3% de notre PIB, c'est ce que nous rapproche actuellement la pêche. Et si on veut quand même capter l'essentiel de une bonne partie de ces activités pétrolières, il faut que l'on permette aux investisseurs sénégalais d'aller chercher une part des investissements qui ont été faits dans les activités pétrolières et gazières. Et dans ces activités, dans l'investissement dans ces activités pétrolières et gazières, 70% de l'investissement donc doivent être remboursés par les ressources pétrolières et gazières. Et de ces ressources pétrolières, donc si on prend 100% de la production, 70% va servir à rembourser la dette. Et il faut que dans le cadre des fonds qui servent à rembourser la dette, il faut permettre aux investisseurs sénégalais d'aller chercher au moins une bonne partie de cet investissement qui doit être, que l'État du Sénégal va rembourser aux investisseurs qui sont souvent des investisseurs étrangers. C'est la raison pour laquelle la loi sur le contenu local, on essaye de faire participer les investisseurs sénégalais dans le développement de ces activités pétrolières et gazières dans le cadre de la classification des activités qui ont été faites au niveau de la loi sur le contenu local pour réserver une bonne partie de ces activités aux Sénégalais aux investisseurs sénégalais qui veulent travailler dans l'offshore sénégalais. Ce faisant, on a essayé dans le cadre de la loi du contenu local, dans le cadre de la classification de ces activités pétrolières et gazières, de réserver une bonne partie de ces activités aux Sénégalais pour qu'ils puissent quand même développer ces activités-là. J'ai essayé aussi dans le cadre de cet ouvrage de passer en revue un ensemble de dispositions légales et réglementaires et surtout des clauses qui portent sur les contrats pétroliers, les contrats aussi de CRPP, les contrats d'achat d'électricité, pour dire tout simplement que l'État du Sénégal doit toujours accompagner aussi les investisseurs sénégalais dans le cadre de ces contrats d'achat d'électricité aussi. On ne peut pas admettre souvent que dans ces contrats-là, que ce sont souvent des étrangers qui viennent gagner ces contrats-là. On peut donner ces contrats à des entreprises privées sénégalaises qui peuvent développer aussi ces genres de contrats d'achat d'électricité, que ce soit des IPP, que ce soit aussi d'autres types de contrats que des investisseurs sénégalais peuvent développer. On a l'exemple aussi des contrats par exemple, dans le cadre de certaines politiques publiques qui sont élaborées par le Sénégal à travers le MCA ou bien le JETP, qui sont des programmes qui sont d'une importance capitale, mais ces programmes-là, souvent, sont contrôlés par les étrangers qui accompagnent certes le Sénégal pour développer l'accès à l'électricité, par exemple, mais quand ils développent l'accès à l'électricité, ils mettent des conditions derrière ces programmes-là. Et derrière ces programmes, ils exigent tout simplement, par exemple, que telle entreprise qui doit participer dans telle activité doit avoir, par exemple, un chiffre d'affaires de 7 milliards par année. Ça, c'est quelque chose qui bloque surtout les investisseurs locaux sénégalais qui n'ont pas, par exemple, un chiffre d'affaires de 7 milliards. Ils peuvent dire, par exemple, tel marché, on vous donne l'autorisation d'octroyer tel marché à une entreprise comme FH, par exemple, une entreprise française, et cette entreprise-là peut imposer à l'opérateur, par exemple, d'acheter, par exemple, l'ensemble des pièces ou bien l'ensemble des besoins dans un pays bien déterminé comme la France ou l'Allemagne, alors qu'on pouvait donner la possibilité aux Sénégalais de pouvoir quand même gagner ces marchés-là en tenant compte de la spécificité aussi de chaque secteur. Voilà un certain nombre de points qu'on a essayé peut-être de développer au niveau de l'ouvrage pour essayer quand même au moins de vous expliquer le cadre juridique et légal qui gouverne un peu le secteur de l'énergie. Voilà, Monsieur le ministre, quelques aspects que j'ai voulu développer avant de vous rendre la parole. Je vous remercie. Heureusement qu'il s'est arrêté, il était en train de déflorer le sujet, de donner des pistes. Avec Marguerite, mais en tout cas, j'aurai des mots à la fin. Je ne voudrais pas l'inhiber en parlant de lui dès le début.
je préfère le laisser se concentrer sur son propos. En tout cas, je le remercie de nous permettre de nous retrouver en famille, parce qu'une partie de Dagana s'est transportée dans cette salle aujourd'hui. Au premier lot, je vois ses oncles et ses frères. Mais je voudrais commencer par son épouse pour lui rendre hommage. Souvent, on dit que seuls les Sénégalais mariés avec des expatriés ou des étrangers arrivent à écrire. Les Sénégalais mariés à des Sénégalais, Walo commencent à les démentir, c'est parfait. Donc, félicitations et nos encouragements, parce que ce n'est pas facile de vivre avec un époux intellectuel qui écrit. Il faut de la patience, il faut de la tolérance. Mais également, je ne pourrais pas saluer tout le monde, mais je ne peux pas ne pas m'arrêter sur le docteur Papandiaï, qui est l'oncle de Gora, mais également le haut magistrat de la Cour suprême, Oumar Gaye, qui est également son oncle, qui est président de la salle, en plus de ses frères et sœurs, je ne vais pas tous les citer. Mais également des amis du secteur que je vois ici comme Mamadou Sow. Remercier le directeur de l'Harmattan qui nous a généreusement accueillis, qui accueille généreusement tous ceux qui produisent des ouvrages à travers sa maison d'édition, même s'il en attend encore qui tomberont difficilement, parce que moi je suis trop jeune pour écrire des mémoires, je vais attendre encore. Mais saluer également la présence d'Abdoulaye Dia, qui fut secrétaire général de Sénélec, directeur de cabinet quand j'étais ministre de l'énergie, mais aujourd'hui il dirige la CEMAF. Et il vient d'être sélectionné. D'ailleurs, il aurait dû se retrouver au Présidium parce qu'il y a un Sénégalais qui connaît bien l'énergie, c'est bien Abdoulaye Dia. Parce qu'aujourd'hui, il est directeur de la CEMAF. CEMAF, c'est la société qui gère Manantali. Et il vient d'être sélectionné sur des centaines de candidats pour diriger le WAP. C'est le réseau ouest-africain des compagnies d'électricité, le pendant électrique de la CEDEAO. Voilà. Donc, il vient d'être sélectionné pour diriger cela. Il va aller au Bénin, je pense, c'est là-bas que le siège se trouve. Donc bravo Abdoulaye, félicitations. Mais bon, comme Serigne Abdoulaziz est là, et que moi je fais part de ceux qui sont pour une laïcité dynamique, Abdoulaziz Wele, le fils d'Alpha Wele, fils de Omar Wele, fils d'Alpha Mouyara Wele, on est des Sénégalais, on est des musulmans, pour l'essentiel, on est tous des croyants, en tout cas musulmans et chrétiens. Je voudrais qu'on puisse démarrer cette cérémonie par une petite prière, parce que je vois l'imam Karim Ndiaye aussi derrière. Donc Abdoulaziz, on peut formuler une petite prière avant que je ne puisse clôturer mon propos et donner la parole à M. Bachir Koulibaly, c'est lui qui va faire la présentation. Ou bien c'est Diallo lui-même qui le fera. Ah, vous êtes de retour. Je pensais que vous vouliez déléguer cette personne. Donc Abdoulaziz, on formule une prière d'abord, parce que moi je veux toujours qu'on mette nos valeurs au cœur de ce que nous faisons. Et la religion fait partie de nos valeurs. Voilà. Amen. Et que les autres prient dans leur religion et leur croyance. Voilà. Donc, c'est le syncrétisme dans ce pays, c'est ce qu'il faut. Amen. الله نور على النور الحمد لله الذي خلق النور وانزل التوراة على جميع الناس في الكتاب والسور الحمد لله الذي وضع مشهودا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض جعلهم ثم الذين كفروا بربهم يعملون لا ترى يا عيسى اياك نعبد واياك نستعين يا حي يا قيوم الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو يا كافي كل شيء وكافي كل شيء انك على كل شيء قدير يا شافي كل شيء مثل ما شاء كل شيء انك على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام يا سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amen. Donc que cet ouvrage connaisse le plus grand succès, de même que cette maison d'édition, et que tous les bienfaits que nous escomptons tous puissent nous tomber de là où ça doit venir du bon Dieu, pour un Sénégal de paix et de réussite. Donc sans plus tarder, je voudrais, parce qu'il y a un mot de bienvenue que je vais prononcer, qui sera surtout prononcé par moi, c'est un mot d'ouverture, le mot de bienvenue, c'est Diallo qui le fera. Sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour donner l'occasion ensuite au professeur Mbow de présenter l'auteur. Ensuite, le professeur Abdoulaye Sakho présentera le livre avant qu'on ait le mot du docteur Mor Bakhoum et enfin le mot de l'auteur. Voilà un peu le programme que nous aurons tout de suite. Bien, chacun va essayer de rester dans un
créneau pour qu'on puisse, je ne vais pas donner de temps, hein, ils sont tous assez sages et responsables pour rester dans des limites. Quand on a parlé 5-10 minutes, c'est largement suffisant, je pense. Voilà. Il n'y a que Sakho qui aura la liberté de dire ce qu'il veut pendant tout le temps qu'il voudra. Voilà. Parce que lui, c'est mon maître. Je vous remercie. À la fin des années 80, et c'est avec beaucoup de plaisir que je le retrouve ici. C'est un excellent magistrat qui est peut-être au fait de sa carrière, mais qui a également marqué beaucoup quand j'étais également à l'Assemblée générale, comme on l'appelait, du Conseil d'État. À l'époque, c'était Conseil d'État, l'Assemblée consultative du Conseil d'État. Il était avec moi parce qu'il était juge spécialisé dans les questions de droit administratif. Voilà. Ousmane Camara était le président à l'époque. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve tout le monde. Martar a cité les noms de Saher Niang, qui était le promotionnaire de Gora d'ailleurs, parce que Gora, ils étaient tous les deux dans la téléphonie, et j'avais ouvert le master en régulation. Ils sont venus s'inscrire, et ça a été les premiers qui sont sortis de cela. Et tous ceux qui sont sortis de ce master aujourd'hui, c'est eux qui dirigent les organes de régulation de ce pays-là, tous sans exception. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici. Pas seulement pour Gora, pas seulement pour Martar, mais aussi pour Mor. Mor, je l'ai vu à Genève. C'est à Genève qu'on s'est rencontrés la première fois. Un garçon très brillant, très très bon pour tout ce qui touche aux relations commerciales internationales et notamment au droit de la concurrence. Il est très bon là-dessus et c'est pas étonnant qu'on le trouve à ce niveau de responsabilité aujourd'hui. Donc le Sénégal regorge de cadres, le Sénégal regorge on a les livres Kangam. Et parmi ceux-là, on a Gora. Gora vient de sortir un livre qui est énorme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi. J'ai accepté quand il m'a dit, tu fais la préface. Ensuite, il vient me dire, non, c'est Martar qui fait la préface. Je dis, oui, lui, c'est le ministre, il faut le laisser faire la préface. Mais il m'a dit, mais quand même, prof, tu vas écrire. Je dis, qu'est-ce que je peux faire dans ton livre? Si Martar fait la préface déjà, ça suffit largement. Il dit, non, il faut que tu fasses une sorte d'avant-propos et tout cela. J'ai accepté, et c'est de cela que je vais vous parler. Quand il dit présenter le livre, le prologue que j'ai fait, c'est un peu dans le sens de dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et quelle est la portée de ce livre aujourd'hui. C'est un livre vraiment très très important. Moi je suis vraiment content d'avoir contribué à mettre quelques feuilles dans ce livre-là parce que c'est son mérite, c'est lui qui l'a écrit. C'est pas nous, c'est lui qui l'a écrit. Et il l'a très très bien écrit. Il a d'autant bien écrit qu'il a choisi un style qui n'est pas fréquent, que l'on retrouve dans l'élémentaire, chez les tout petits là. La classe des tout petits. C'est là-bas qu'on retrouve le style qu'il a voulu imprimer. Il l'a appelé ABCD. ABCD. ABCD, c'est quoi? C'est l'élémentaire. C'est la classe de CI, là, où on vous apprend l'alphabet. Donc, le style qu'il a choisi, c'est le style ABCD. On aurait dit dans notre culture à nous, comment on appelle ça? Alif, Lam, Mim, voilà. Asakher Magoum Der, comme ils disent dans ce style-là. Donc, c'est vraiment le tout début. Et il a choisi de prendre un domaine qui est très difficile et d'essayer de nous le rendre accessible en utilisant ce style abécédaire. Et c'est là où je dis qu'il a réussi. Il a vraiment réussi de ce point de vue-là et il mérite des félicitations. Peut-être que chacun lira le livre, chacun dira ce qu'il pense là-dessus, mais moi, l'avis que je formule ici, on dira que c'est subjectif parce que j'aime